diverses institutions publiques et partenaires au développement. Entre concertations stratégiques, rencontres communautaires, ateliers techniques et visites de chantier, la ville a vibré au rythme de l'action politique. Nous commençons donc par le MINGES à l'écoute des leaders communautaires du Septentrion dans une dynamique de promotion du vivre ensemble et de préservation des tensions sociales. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a réuni ce matin à la salle de fête d'Aqua et des chefs traditionnels originaires du Septentrion. Objectif poésie, cohabitation pacifique dans un contexte urbain marqué par la diversité culturelle et sociale. Au cœur des échanges, la consolidation de l'appel, la lutte contre le discours haineux et la responsabilité des leaders locaux comme relais de la sensibilisation. De l'autre côté, c'est le Conseil national de la communication qui est donc en concertation avec les professionnels des médias. Pendant ce temps, donc, le prestigieux hôtel 𝗂𝗶𝗄, le Conseil national de la communication poursuit sa série de concertations avec les professionnels de médias. Cette rencontre s'inscrit dans une volonté de dialogue ouvert entre l'organe de régulation et les acteurs du secteur dans un contexte de mutation des pratiques médiatiques. Les discussions portent sur des défis liés à la régulation des contenus, à la responsabilité sociale des journalistes, ainsi qu'à la nécessité de renforcer l'éthique et la déontologie dans un paysage marqué par la montée en puissance des médias en ligne. Le contexte, dans un autre contexte donc, c'est le commerce technique qui est au cœur des priorités régionales. Les enjeux du commerce électronique mobilisent l'attention à Douala ce jour à l'occasion d'un atelier sous-régional ouvert au Crystal Palace de ici même à Douala, organisé par la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, CEA et ONU. Les travaux visent à examiner et analyser et à valider en même temps les éléments clés d'une politique régionale du e-commerce en Afrique centrale. Cette rencontre technique permettra de passer en revue plusieurs avant-projets afin de corriger les insuffisances et d'aboutir à un cadre stratégique cohérent et adapté aux réalités de la sous-région. Retour sur cette journée examen et de validation de la politique régionale du développement du commerce électronique en Afrique centrale. Sous la diligence de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, les travaux ont tenu à planter le décor sur le choix de ce axe de travail. 𝗂𝗙𝗏𝗄𝗡 de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Vous savez que aujourd'hui, à l'échelle planétaire, le commerce électronique n'est plus un phénomène marginal. On estime qu'un quart du commerce mondial aujourd'hui se fait par voie électronique. Donc il est indispensable pour notre espace communautaire de s'arrimer à cette mouvance planétaire. Et cela passe par l'élaboration de politiques appropriées, de stratégies à mettre en œuvre et d'instruments réglementaires pour encadrer l'activité commerciale à travers des canaux numériques. Un atelier qui, semble-t-il, n'est qu'un prélude à un plus grand projet de développement qui se veut être inclusif, affirme 𝗂𝗏𝗄𝗏𝗏. Et donc, ce que nous faisons aujourd'hui est la première étape d'un long processus qui permettra d'abord de collecter, de s'assurer que l'avant-projet prend en compte les préoccupations de toutes les parties prenantes que vous avez vu dans la salle, secteur privé, les régulateurs nationaux, les représentants des ministères sectoriels compétents. Après cette étape, nous allons passer à la phase de validation formelle par le comité technique spécialisé de la région avant d'arriver à la conférence des chefs d'État, qui est l'instance suprême qui adopte les politiques communautaires. Durant 2 jours donc, entre entreprises, membres du gouvernement, organisations économiques de la sous-région Afrique centrale vont se concerter sur l'avenir d'un secteur qui mérite une attention particulière. Merci à vous, Christian Ikola. Nous parlons cette fois des infrastructures routières. La communauté urbaine de Douala poursuit l'évaluation des chantiers. La communauté urbaine de Douala a procédé ce matin à une visite technique de plusieurs chantiers routiers en cours dans la ville. Le top départ a été donné à 9h30 depuis l'immeuble Rose à Bonanjo, accompagné de techniciens, ingénieurs et de partenaires de la maîtrise d'ouvrage. L'équipe municipale a évalué l'état d'avancement des travaux, les contraintes rencontrées ainsi que les ajustements à envisager
engagé pour garantir le respect des délais et des normes de qualité. Cette densité d'activité témoigne donc d'une mobilisation multisectorielle dans la ville de Douala où les enjeux de gouvernance locale, de cohésion sociale et de transformation numérique et d'aménagement urbain s'entrecroisent dans une dynamique résolument tournée vers le développement de la ville de Douala. Relance de la SICAM, l'État négocie un marché captif de 30 milliards de francs CFA. Après plusieurs années de turbulences financières et industrielles, la cotonnière industrielle du Cameroun, SICAM, entrevoit une lueur de redressement. Le gouvernement camerounais, dans une stratégie de relance du tissu industriel national, est en négociation avancée pour octroyer à la SICAM pour l'octroi à la SICAM d'un marché estimé à 30 milliards de francs CFA visant à relancer la production et à sauvegarder des centaines d'emplois. Selon des sources proches du ministère du Commerce, ce marché captif devrait concerner principalement la fourniture de textiles pour les administrations publiques, notamment les fournitures scolaires, militaires et hospitalières. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de préférence nationale inscrite dans les activités, dans les directives économiques du gouvernement. La SICAM, qui détient un quasi-monopole sur la production textile locale, fait face depuis plusieurs années à une baisse drastique de sa production, notamment à cause de la concurrence déloyale des importations et de la baissitude de ses équipements et de la gestion interne parfois décriée. L'injection de ce marché public pourrait permettre de relancer les chaînes de production, de moderniser certains équipements et surtout de préserver plus de 800 000 emplois directs. Si cette annonce suscite un regain d'espoir chez les syndicats et les travailleurs de la SICAM, certains analystes restent prudents. Le gouvernement n'a pas encore officiellement confirmé les détails de l'accord, mais les discussions sont suffisamment avancées pour que la SICAM commence à revoir ses prévisions de production à la hausse pour 2026. Still in the news, we move over to Yaoundé, whereby 4 alleged drug dealers were presented to the press yesterday, September 22, 2025, for their suspected involvement in a network selling psychotropic substances, including marijuana and cocaine, in Yaoundé and its environs. The suspects are apprehended with several bags filled with illicit substances after an investigation by police officers from the Regional Delegation of National Security for the Central Region. Law enforcement officials have emphasized that dismantling such networks is crucial in combating the rising tide of drug trafficking and consumption in Cameroon's capital. The presentation of the suspect aims to deter others involved in similar activities. Still in Yaoundé, a gang of alleged motorcycle thieves were apprehended, or rather was apprehended, in the Soa area of the 𝗰𝗶𝗳𝗄 division and presented to the media still yesterday at the Regional Delegation of National Security in Yaoundé. The suspects were tracked down using a GPS system installed on one of the stolen motorcycles. According to the police, the gang's modus operandi involved approaching victims, attacking and killing them, and then stealing their motorcycles. And away from that, we move over to Bamenda, chief town of the Northwest region, whereby food prices in Bamenda have skyrocketed due to a separatist-imposed lockdown that has brought the city's economy to a near standstill. A basket of fresh tomatoes now costs 10,000 francs, or rather more than 10,000 francs, up from 6,000 francs previously. The price hike is said to be attributed to a number of reasons. And today we went finding out from an inhabitant in the town of Bamenda. And of course, she is live with us on DFM Radio. Good afternoon. Thank you for joining us on DFM Radio. So tell us, how has the lockdown been impacting Bamenda and its inhabitants so far? Well, I can say the lockdown here is really a disaster. It has impacted us negatively in a great way because it has destroyed so many plans that we had during this period, and as we are indoors, we are not able to achieve anything rather than just sitting like prisoners and doing nothing.
Sitting as prisoners and doing nothing. And of course, so far so good. We have witnessed, or rather you people have witnessed a drastic increase in prices in that part of the country. And what else can you say about that? I can really say the increase in prices is horrible. In fact, super horrible because, for example, like tomatoes are crazy. We are not able to buy something and enjoy because of the increase in prices. You know, I can say as places are locked like this during the week, most of those things are being transported to other regions that are open, and the free day we have, just a little will enter the Bamenda town, and therefore they will have to sell at high prices so they can also cover up. So the increase in prices in things are disastrous. Thank you so much. We really wish a quick comeback to that part of the country. In the meantime, how is the day going to show forth with the lockdown that has been set to last for another couple of days so far? Please come again. The lockdown has been set to last for a couple of days so far. How are you people gearing up or preparing to actually face that other part of the situation? Well, we are just observing how things are going. We are just observing. Anyhow it comes, we are prepared for it. Thank you so much, 𝗻𝗡𝗏. We wish you a happy day back there in Bamenda, Mancon. And still in your news, we move over to 𝗵𝗲, as we were telling you in our newscast, whereby the Minister of Territorial Administration, Paul Latangandji, has urged administrative authorities in the East region to remain vigilant and safeguard peace and social cohesion during the electoral season. Speaking in 𝗵𝗲, Minister Tangandji chaired a special administrative and security coordination meeting convened on the instructions of the head of state. The session aimed at ensuring that the region is fully prepared to guarantee order, stability, and a smooth conduct of the upcoming polls. Details with our reporter, Eratus Ndoe. With barely a week to the launch of the 2025 electoral campaign on the national territory, Interior Minister Paul Latangandji chaired a high-level administrative and security coordination meeting in 𝗵𝗲 in the East region convened on the instruction of the head of state, President Paul Biya. His mission was clear: to evaluate the preparedness of administrative authorities in supporting elections Cameroon in the executing of its statutory duties as stipulated under Section 43 of the Electoral Code. The meeting brought together governors, senior divisional officers, security chiefs, and other key stakeholders to assess the region's preparedness for the upcoming polls. During his address, the minister emphasized that peace, calm, and serenity must prevail before, during, and after the elections. He reminded political actors of their duty to respect national unity, avoid hate speech, and focus on presenting their programs to the electorate. Minister Paul Latangandji warned that anyone attempting to use the elections as a pretext to sow chaos or disorder will face the heavy arm of the law. We have to preserve national unity. We have to avoid hate speech. We have to avoid all forms of intimidation. We have to present our political programs to Cameroonians so they can judge and choose what is good for them and ensure that the process unfolds without any form of disturbances. So those who think that they can use these elections as a pretext to preach chaos or any form of disorder will handle them squarely. The minister also underscored the importance of collaboration between administrative authorities and security services, calling for proactive measures to prevent electoral dispute and maintain public order. As I said, we are all responsible Cameroonians. We have to abide by the rules and regulations. So that at the end of the day, we should be talking about the triumph of democracy, as President Paul Biya has always said. Cameroon should be the winner after this election. This stop in 𝗵𝗲 is part of nationwide tour by the Ministry of Territorial Administration aimed at reinforcing administrative and security readiness in all 10 regions. Similar meetings have already been held in the Central region, with visits to other regions scheduled in the days ahead. Observers note that the 2025 elections comes at a sensitive time when rising political competitions and political demands for transparency and fairness. The ministry's call for vigilance and social cohesion reflects the government's commitment to ensuring a peaceful and credible electoral process.
Thank you so much, 𝗻𝗚𝗡. In the same light, as we gradually head up to the October 12 presidential elections, and as we told you in our top stories, stakeholders are multiplying efforts to consolidate peace before, during, and after the elections. It is the main preoccupation of the Cameroon's National Communication Council, as it is organizing, as we speak, a 3-day capacity building workshop on media coverage of the presidential elections. This with the support from the United Nations system. President of the National Communication Council, Josepha 𝗵𝗻𝗄𝗏𝗶𝗄, was speaking this morning at the opening of the workshop on the mic of our reporter. Take a listen to him. The way in which information is disseminated and perceived directly influences public opinion and ultimately the credibility of the democratic process. As highlighted previously on several occasions during our various meetings, we are facing significant challenges like the spread of fake news, the temptation of sensationalism, various pressures, and the imperious need to preserve social peace. This justifies the relevance of this workshop, which aims to mutually equip us to tackle these challenges with professionalism and integrity. Exploitation du fer de Bipindi, Grand Zambie et 𝗵𝗍𝗶, le Premier ministre chef du gouvernement, Josepha a procédé hier à l'inauguration officielle de la mine de fer de Bipindi, Grand Zambie, marquant ainsi une avancée stratégique dans le processus d'industrialisation du Cameroun et une étape majeure vers la réalisation de la vision 2035. C'est également l'un des 16 miniers prioritaires retenus par le gouvernement, renferme des réserves estimées à 150 millions de tonnes de minerais et avec une teneur en moyenne en fer de 29,45%. Une première usine de traitement déjà en activité produit 1 million de tonnes de concentré de fer à 66% par 65% par an. Une seconde unité actuellement en construction viendrait donc porter cette capacité à 3 millions de tonnes annuelles. Le projet porté par le G-Stone Ressources, dirigé par Dieudonné Bounier, président du groupe Bocom. À terme, l'entreprise prévoit également l'implémentation d'un complexe sidérurgique capable de produire jusqu'à 500 000 tonnes de billettes de fer par an. Destinée au marché local et sous-régional, cette production devrait transformer en profondeur l'industrie métallurgique en Afrique de formation sur la santé mentale et le soutien psychosocial en milieu scolaire, une initiative portée par l'UNESCO. Pendant plusieurs jours, enseignants, experts et acteurs du secteur éducatif venus de 11 pays d'Afrique centrale et de l'Est se réunissent pour renforcer leurs capacités sur ces enjeux cruciaux. Objectif, mieux intégrer la santé mentale dans les politiques éducatives et offrir un environnement d'apprentissage plus sûr et plus inclusif pour les élèves. Compte rendu signé ici par Christian Ekwala et Marinette Nzoni. Les acteurs du système éducatif d'Afrique centrale et de l'Ouest à l'école de la santé mentale. Selon l'UNESCO, près de 46% de ce corps de métier sont exposés au stress au travail, un mal-être psychosocial qui réduit considérablement les performances de ces seigneurs de la craie. Hélène, directeur régional de l'UNESCO. Qui peuvent pousser un enseignant à avoir des problèmes mentaux, ce sont des difficultés de la vie courante, et les conditions, les contextes de vie, les conditions de travail, l'environnement même, le niveau de salaire, le niveau de rémunération des enseignants et la difficulté de gérer une classe quand on n'est pas dans les meilleures conditions. Pendant 4 jours d'assises, les participants se sont penchés sur l'élaboration d'une feuille de route visant à promouvoir les bonnes pratiques face aux nouveaux défis du système éducatif en intégrant le bien-être en milieu scolaire. Abdoulaziz Daouda, secrétaire général de la Commission nationale camerounaise de l'UNESCO et représentant du ministre de l'Éducation de base. L'Afrique, notre continent en devenir, riche de
que ces potentialités immenses et innombrables doivent s'inscrire dans cette dynamique constructive. À cet effet, la santé mentale et le bien-être psychosocial des enseignants et des apprenants y sont cruciaux pour garantir que l'éducation et l'école remplissent leur mission transformatrice et des citoyens et des sociétés. Les enseignants, dont le rôle premier est d'animer les apprentissages, se retrouvent face à ces défis alors qu'ils ne sont pas assez outillés pour y faire face et gérer des situations en dehors de leur champ de compétences habituelles. Il en est souvent de même pour le personnel administratif qui se recrute généralement parmi le personnel enseignant. Cette double charge contribue à des niveaux élevés d'épuisement professionnel, d'anxiété et de dépression, aggravés par des conditions de travail difficiles, un traitement salarial en dessous des attentes légitimes ou des sollicitations sociales de plusieurs ordres auxquelles s'ajoute le stress lié à la préemption des réseaux sociaux et aux effets néfastes d'une intelligence artificielle non encore maîtrisée. Cet atelier régional s'inscrit dans la dynamique des objectifs de développement durable, notamment le 4e point qui garantit une éducation inclusive et de qualité en Afrique subsaharienne. Merci à vous, Christian Ekwala et Marinette Nzonier. Parlons cette fois-ci de toute autre chose. 678 millions de francs CFA pour 395 projets jeunes dans la région du Centre, dans le cadre de la 44e édition de la Journée internationale de la paix, célébrée sous le thème « Agissons pour un monde pacifique ». Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, 𝗵𝗶𝗶𝗄, a présidé le 22 septembre à Yaoundé une double cérémonie. La présentation du plan d'action nationale jeunesse, et solidarité et sécurité et la remise des appuis dans le cadre du plan triennal jeune spécial jeune. À cette occasion, 395 projets portés par les jeunes entrepreneurs de la région du Centre ont été récompensés par un soutien financier d'un montant de 698 988 648 francs CFA. Une initiative visant à promouvoir l'autonomisation économique des jeunes et de renforcer leur engagement pour la paix. Le ministre a exhorté les bénéficiaires à faire un usage responsable et productif de ces financements tout en leur rappelant l'importance de respecter le serment d'intégrité et d'engagement qu'ils ont solennellement prêté. Still in entrepreneurship, Cameroon's government has made significant strides in promoting employment and entrepreneurship, particularly among youth and women between 2018 and 2025. The Agricultural Value Chain Development Project has incubated over 1,770 young people and supported the creation of 712 businesses. The women, or rather, with the women accounting for nearly 40% of direct jobs created. Major infrastructure projects such as the 𝗵𝗏𝗏 hydroelectric dam and the modernization of the port of 𝗵𝗏𝗏 have generated thousands of jobs. The government has also provided support to the private sector with over 200 companies receiving direct assistance in 2024. However, despite these efforts, challenges still persist according to experts who say that including youth unemployment and the need rather for the stronger vocational training. Female entrepreneurship has grown likewise, but it requires additional support to overcome cultural and financial barriers. We now talk entrepreneurship in the entertainment industry to say that the 29th edition of the 𝗵𝗏𝗏 International Film Festival kicked off on September 20 in Yaoundé, Cameroon, with a unique twist. The traditional red carpet ceremony was held in the afternoon instead of the evening to boost audience turnout for film screenings. The festival placed under the theme the challenges of distribution of African cinema on and off the continent. Will run till September 27, 2025 and features 58 films, including 22 feature films and 36 short films. The festival aims to promote African cinema and provide a platform for industry professionals to discuss key issues such as distribution, challenges, and opportunities. One of the panelists, in the name of Pani Nalowa Fomian, emphasized the need for rethinking film access and audience engagement for African films to succeed in Cameroon. Take a listen to her. We sometimes tend to forget that film is business. And for you to sell a product, you need to get it to the client and you
You need to make the client believe the product is good enough for them to buy it. And that's where marketing comes into play. How do we sell our films? Who are we selling it to? We need to understand the audience, which is the client at this point, because we can have a structured network where we have good production, distribution, and exhibition. And then there's nobody to pay the tickets to come and watch. And so we still remain with an industry that looks like it's beginning to start. So we need to build that audience by marketing properly to them, selling our films to them in such a way that they believe that what we're giving them is of quality. Right now, we have our audience that are very prejudiced. When they hear about African films, just like, la qualité sera pas très bonne. You know, they have that, you know, we come in with so many ideas, but there are good films that are being made out there. How many people know about very good films? I mean, the last one I saw that was really, really impressive, I saw that on Amazon Prime, was House Heaven. Very good film. The marketing was very limited from my perspective. We move over to health to say that the United Nations Educational, Scientific and Cultural School has launched a 4-day regional training workshop in Douala focusing on mental health and psychosocial support in the education sector. The workshop began yesterday and brings together participants from West and Central Africa to strengthen teachers' psychological resilience, improve their well-being, and enhance their professional performance. This in the presence of representatives of the Minister of Basic Education. This initiative aims to equip educators with the necessary tools to face daily challenges, ultimately benefiting students and the broader education community. As Victoria 𝗗𝗙𝗏𝗏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 𝗏
was on the mic of our intern journalist, Marinette Nzonye. This is a regional training workshop that has been designed for governments and ministries of education to learn new ways and skills of integrating, sometimes we call it mainstreaming, mental health and psychosocial support for teachers in Africa. Because of the many challenges our teachers have been going through that have led to high levels of stress, anxiety, and depression. And in some instances, we are having teachers that are even taking their lives because of the extreme stress at their workplaces. And we realize that in many of the African programs, we didn't have a systematic integration of psychosocial support systems within the education sector. And yet we continue to put a high demand on teachers to continue teaching and learning, but with limited help for our teachers. So as UNESCO, we came up with a program to support countries and give them guidance on how to infuse in a systematic manner support, training for our education officers. And as we told you in our top stories, cancer. Cameroon's battle against cancer received a major boost on Monday with the official launch of the construction works of an extended radiotherapy center at the Douala General Hospital. The groundbreaking initiative was presided over by the Minister of Public Health, Dr. 𝗻𝗂𝗄 𝗂𝗄, who laid the foundation stone for the ambitious project. The center, to be built on a 685 square meter plot, will feature a basement and 2 stories, and of course, is projected to be completed within 28 months. The facility is designed to transform the hospital into a regional hub for cancer treatment, equipped with modern technology and infrastructure capable of offering world-class care. During his visit, Dr. 𝗻𝗂𝗄 underlined the government's commitment to strengthening healthcare services, particularly in the fight against cancer. Take a listen to him. Work which has been done earlier. So we are here in the service of administration service, and I think that is to ameliorate the condition of staff. So the main objective, the main aim of our visit here in Douala General Hospital is to launch the work of constructing this service of oncology. As you know, we have to spend more financing, but I think the head of state is committed to this issue, and we have already contact of all our partners to help us to launch this project. I think we have about 28 to have this project achieved. So I think we are very satisfied for our.
promises to be a game changer. The accelerator is essential for delivering high-precision radiotherapy treatment alongside a PET scan for advanced diagnosis, rather diagnostic imaging, and a nuclear medicine service that will broaden the hospital's capacity to manage not only cancer but other complex health conditions. Professor Luma Henry, Director General of the Douala General Hospital, emphasized the transformative impact of these facilities. For asking this question because management of cancer is very important to us, and not only to us in the Douala General Hospital. From the Minister's speech, you could see that there is a real concern for the government, and meaning, so when we look at it, for now, the Douala General Hospital has all the treatment modalities for cancer, which means that we give chemotherapy, we do surgery for cancers, and then we do radiotherapy. In addition, we have another program for prevention of cancers. As regards treatment, type of radiotherapy we are doing cheaper, but it's not as specific as what we would like to have. And the equipment we have is already old, so Vous écoutez le journal sur les 103.9 d'IFM. Il est 12h et passé de 32 minutes. UBA réduit de 45,35% ses pertes liées à la fraude au premier semestre 2025. Malgré une légère hausse du volume de tentatives de fraude, l'Union United Bank of Africa a réussi à réduire significativement ses pertes financières liées à ces incidents. Selon le rapport semestriel du groupe bancaire panafricain, les pertes réelles enregistrées au premier semestre 2025 se sont élevés à 288 millions de naira, environ 190 millions de dollars, contre 527,1 millions de naira sur la même période en 2024, soit une baisse de 45,30%. Parallèlement, le montant total des tentatives de fraude a atteint 2,401 milliards de naira, en légère augmentation par rapport à 2,388 milliards enregistrés un an plus tôt. Cette performance témoigne d'un renforcement des capacités de détection et de prévention de la fraude au sein du groupe. Interpol rappelle que le secteur financier reste l'un des plus exposés aux cyberaccidents avec le continent africain, avec des pertes estimées à plus de 3 milliards de dollars entre 2019 et 2025. Le Ghana, quant à lui, la dette publique recule fortement de 44,9% du produit intérieur brut. La dette publique du Ghana a connu une baisse notoire, s'établissant à 44,9% du produit intérieur brut à fin juillet 2025. Selon les données publiées par la Banque centrale après une réunion de son comité de politique monétaire, ce niveau marque une amélioration significative par rapport aux 61,8% enregistrés en décembre 2024, traduisant une trajectoire de désendettement plus rapide que prévu. Ce recul du ratio dette produit intérieur brut dépasse largement les anticipations des institutions internationales. Le Fonds monétaire international et l'agence 𝗰𝗱𝗄 tablaient respectivement sur 60% et 66% et 60% pour la même année en cours. And we draw the curtains with sport to say that Paris Saint-Germain's Ousmane Dembélé and Barcelona's female footballer Aitana Bonmati are the 2025 Ballon d'Or winners. The awards were presented last night in Paris at the Théâtre du Châtelet. Dembélé, 28 years old, enjoyed a stellar season with PSG, netting 35 goals and 14 assists to inspire the club to a historic treble. He was also crowned Ligue 1 and Champions League Player of the Year. Bonmati, the female footballer, meanwhile, secured her third straight Ballon d'Or after guiding Barcelona to a domestic treble and being named best player at the Women's Euro 2025, where Spain finished runners-up to England.
À 12h passé de 35 minutes et ainsi s'achève ce journal mis en onde par Siril une réalisation de Mariette Nzonier avec la participation de Josepha NDOM. La retransmission digitale a été assurée par Rémi Stéphane Etoa, William et 𝗰𝗱𝗶𝗳𝗄𝗏 ont porté la voix de la rédaction. Bon appétit si vous êtes à table et merci de votre fidélité. Au plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 12h.